Aujourd'hui, je suis accompagné d'un grand monsieur, ambidextre, parlant 6 langues, ayant disputé 94 sélections avec l'équipe nationale suisse, participé à l'Euro 96, 2004, la Coupe du Monde 2006, ayant remporté 4 championnats sur ces 6 disputés aux Pays-Bas. Un grand nom parmi d'autres grands noms à l'AC Milan. Aujourd'hui, je suis accompagné de Johan Vogel. Salut Johan, comment vas-tu? Ça va très bien. Pour commencer, peux-tu dire à ceux qui nous regardent quel type de joueur tu étais? Quand j'étais en Hollande, on me disait toujours t'as pas de perte de balle, t'es toujours bien placé, tu la joues facile. Et voilà, c'est ce qu'on me disait un petit peu de moi. Quand on ne me voyait pas, c'est-à-dire que j'ai les meilleures performances. Magnifique, je pense que je ne peux pas mieux résumer le joueur que tu étais. Aujourd'hui, quel joueur te ressemblerait le plus? Alors honnêtement, c'est plus que je regarde tous les mercredis, tous les mardis, tous les samedis, tous les dimanches des matchs, parce qu'il y en a tellement. Et il n'y a plus beaucoup de joueurs qui m'inspirent, hein. Mais je dirais dans la génération de l'époque, un Xavi, ou peut-être de notre génération, ce serait peut-être De Jong à Barcelone. Ouais. Je sais qu'il a quelqu'un qui techniquement, tactiquement, qui a une intelligence de jeu qui est vraiment au-dessus du lot. Tu l'as un peu mentionné au début de l'interview, même en off. Comment est ta vision sur le football depuis que tu n'es plus sur les terrains? Est-ce que, bon, à première vue, comme tu le dis, tu es un peu moins attentif, mais est-ce que tu regardes quand même un peu ce qui se passe dans ce milieu-là actuellement ou pas? Oui, je m'intéresse naturellement au foot, que ce soit foot suisse ou au foot hollandais, foot international, foot en tout genre. J'aime bien les beaux matchs. Mais je ne vais plus regarder, par exemple, je sais pas, j'ai un Galatasaray IB comme hier. Ouais. C'est pas un truc que je vais dire, ouais, je vais rester devant ma télévision pendant 2 ou 3 heures pour regarder ce match. Non. Si j'ai quelque chose à faire d'autre, je le fais. Puis des fois, j'aime bien regarder aussi Cauchemar en cuisine ou Top Chef ou d'autres choses, ou Échappée belle, ou des choses qui m'inspirent en tant qu'homme. Et puis parce que le foot, c'est du vécu. On apprend naturellement tous les jours, mais voilà, je suis plus habitué. Je n'ai plus besoin d'être tous les jours devant un match de foot. Est-ce que tu partageais déjà cette vision-là en tant que joueur ou est-ce qu'il y a eu un cassage, entre guillemets, depuis que tu as quitté les terrains? Il y a eu certainement un cassage, mais je partage la mentalité aussi de Patrick Muller, un ancien joueur avec qui je suis très proche. On n'a jamais dû ou voulu regarder des matchs pendant 90 minutes, absorber des adversaires comme ça à l'époque, même en étant joueur. Et plus maintenant quand on n'est plus joueur. Donc maintenant en étant entraîneur, oui, on regarde, mais il y a quand même une vie à côté, une vie qui est importante avec la famille au niveau social, au niveau du travail aussi. Vous savez qu'on se dit, ma foi, la priorité, c'est peut-être plus un match de foot. Ça va. En préparant cette interview, j'étais conscient des gros noms avec qui tu as pu évoluer, mais je l'ai sous-estimé. Quand je regarde par exemple qu'à Getse, il y avait des Zuber Buller, Akania Kinpara après qui est arrivé, ou même au PSV Eindhoven, le milieu de terrain, à mes yeux, imbattable. Quand tu vois Philippe Cocu, Marc Van Bommel à tes côtés au milieu de terrain. Là, c'est Milan, j'ai même pas besoin de faire la liste. Est-ce que, comme je l'ai dit avant, Johan Vogel, c'était pas non plus n'importe qui à l'époque. Est-ce que toi, tu le voyais également quand tu revenais en Suisse, comment tu étais vu par les Suisses? Il y a déjà eu un développement. Je suis parti déjà de la Suisse pour aller en Hollande. Et là, j'ai dû faire mes dents. Les dents. Parce qu'il faut bien concevoir que le football hollandais est là. Et le football suisse était là à l'époque. Je disais, maintenant, on peut toujours regarder autrement. Mais. Donc moi, j'étais accueilli comme un skieur hollandais qui serait accueilli dans une fédération suisse de ski. Ok, je vois très bien l'image. Donc moi, j'étais accueilli, ils m'ont dit, mais c'est qui celui-là, voilà. Donc j'ai dû faire vraiment mes dents. Et après 6 ans, en quittant PSV, on a quand même eu gagné avec ma personne sur le terrain 4 titres, une demi-finale de Champions League et j'étais meilleur joueur de
de la Hollande. En 2001, ouais. Aux Pays-Bas, en 2001, ouais. Et c'est clair que après, je suis passé dans un étage supérieur en changeant à l'AC Milan. Et c'est là qu'effectivement, en étant capitaine d'équipe suisse, en étant joueur de l'AC Milan, en étant fait tout mon parcours à PSV, c'est vrai que ça a déclenché une notoriété qui était assez grande à l'époque. Hein. Mais je ne me sentais pas trop dans mes baskets. Moi, je préférais en fait aller me mélanger avec tout le monde. Ouais. Et en fait, j'aimais pas trop en fait. Mais voilà. C'est-à-dire que la période à l'AC Milan, c'était, comment dire, tu as acquis cette nouvelle notoriété, mais malgré toi. C'est-à-dire que si ça n'avait tenu qu'à toi, tu aurais préféré garder le même environnement que tu connaissais avant au PSV ou même à Getse? Ouais, moi, être incognito et faire mon boulot, ça me va très bien. Donc ça a toujours exprimé un peu mon caractère, ma personnalité, être focus d'un côté, mais de l'autre côté, voilà, j'aime bien avoir du temps libre pour moi, pour ma famille, pour mes copains, et pour boire un verre aussi. Et ça a toujours été ça. Mais c'est clair que quand on est au focus, on ne peut pas tout mettre dans le même bac à sable. Donc voilà. Une belle période, mais qui était assez dure psychologiquement parlant. Ouais. Ok, j'entends. Si tu le permets, je vais juste revenir quelques années avant ce Milan AC PSV Eindhoven, à tes débuts à Getse, parce que quand on aborde le football actuel, on est presque habitué à voir des jeunes de 16-17 ans débuter, ou qu'il faut qu'ils aient 16-17 ans, 18 ans pour pouvoir se projeter sur leur carrière. Mais on oublie assez vite que toi, tu as démarré assez jeune, de mémoire le 15 juillet 92, lors de Xamax 3-3, où tu avais encore que 15 ans à ce moment-là. En quoi ces débuts en pro ont changé le jeune de 15 ans que tu étais? Bon, déjà, je suis déjà parti de la maison à 15 ans. Ok. Je suis parti de papa, maman et de mon frère, de Genève, pour aller à Zurich. Donc à l'époque, on allait à l'Outre-Sarine, c'est-à-dire qu'on parlait une autre langue. Et ça ne se faisait pas à l'époque, en 92. D'accord. Donc il y avait un temps d'adaptation et j'ai été dans une très belle famille d'accueil. Vous savez que j'ai été pendant, je pense, 3 ans. Vécu de formidables moments. Ils m'ont beaucoup épaulé, accompagné. Et je me souviens aussi, c'est que je jouais avec moi j'arrivais à 15 ans, donc toute une carrière à bâtir, tout à découvrir. Et je jouais à Getse avec des Gabriel Marchand, des Mats Green, des joueurs qui étaient en fin de carrière en fait, ou des Heinz Hermann, qui étaient en fin de carrière, qui a 36 ans, qui pourrait être clairement mon papa. Hein. Et ça forge au niveau social, ça forge au niveau de la mentalité. Il faut tout de suite être prêt, il faut tout de suite être dans la performance, être prêt. Mais le plus beau moment, en fait, je regardais que j'ai pas les, les larmes. Le plus beau moment, en fait, ça c'était mon deuxième match. Parce que le premier match, je l'avais fait quelques jours avant contre Servette à la maison au Arto. Okay. Et ça, c'était le deuxième match. Okay, et le deuxième match, il y avait mon grand-père qui était là. D'accord. Enfin, qui n'est plus là. Ouais. Mais lui, il était fan de Getse depuis tout petit. Et j'ai pu le rendre fier. Quel cadeau. Donc je l'ai vu après le match. Il avait les larmes aux yeux. Moi aussi. Incroyable. Voilà. Incroyable. Après, parce que du coup, il y a eu ses débuts. Il y a eu quand même 3 titres de champion suisse, une Coupe de Suisse. Est-ce que le départ était prévu pour le PSV et comment s'est faite cette intégration dans ce nouveau pays, nouvelle culture? Alors, il y avait déjà eu le championnat d'Europe 96 en Angleterre, à Wembley, où c'est qu'il y avait Liverpool qui me voulait. Ouais. Et Getse ne voulait pas me laisser partir à l'époque. Donc après, j'ai poursuivi mon parcours à Getse jusqu'à la fin de mon contrat. Ouais. Et à la fin de mon contrat, j'avais plusieurs options. Mais la meilleure option était PSV. PSV pourquoi?
Parce qu'ils m'ont dit, même quand on était en 99, parce qu'à l'époque en 99, faut s'imaginer, il y a 25 ans en arrière. Je sais pas, t'étais même pas né, je pense. J'avais un an. Ouais, là, t'avais un an. Faut t'imaginer, à l'époque, ils disaient, la Hollande, un pays très libéral, très consciencieux, et puis très accompagnateur. Ils ont dit, viens Johan, viens, tu verras où c'est que tu peux habiter, tu verras un peu nos installations. On peut te montrer un peu la ville, on peut te montrer où c'est que tu vas habiter, où c'est que... Voilà, beaucoup de choses. Donc moi j'étais là-bas avec mon ex-femme. Ouais. On était là-bas, on a regardé les choses, on a mangé ensemble. Tout s'est fait dans un naturel, avec un bon humour hollandais, très libéral, et ça nous a tout de suite convaincus. Et il faut le dire à la fin, c'est que le football hollandais est maître en Europe, dans tout ce qui est Tactique. stratégique, technique, compréhension de jeu. À l'époque, hein. Maintenant naturellement tout le monde est à l'affût, et voilà. Mais à l'époque, c'était le numéro 1. Je vois très bien les années 90, c'était quelque chose. C'était le numéro 1. Ouais. D'ailleurs, on peut dire que le défi est relevé parce que comme j'ai dit au tout début, tu as passé 6 saisons là-bas. Vous n'avez jamais fini en dessous de la 2e place. Il y a eu 4 titres de champion. Tu as dit, tu as fini meilleur joueur du championnat en 2001. Et quand même, quand on sait à ce moment-là où tu avais un Kezman qui avait fini meilleur buteur, tu avais, comme je l'ai dit, Van Bommel qui évoluait à tes côtés. Qu'est-ce que ça t'a procuré justement ce titre de meilleur joueur avec de tels joueurs d'équipe à ce moment-là aux Pays-Bas? Je pense que j'avais des qualités. Mais en changeant à PSV, en changeant dans la culture hollandaise, en changeant justement de côtoyer au quotidien des Philippe Cocu, Marc van Bommel, Alex, Bauma, Heuer, international. André. Après, devant, on avait Kessman, Robben, Ruud van Nistelrooy, Nilis. Et j'en passe encore. Ouais. Parce qu'on avait une génération où c'est que c'était vraiment, franchement, et au quotidien, on se challengeait. Okay. Donc c'est pour ça que ça m'a challengé aussi. Et moi, on veut toujours être plus fort que l'autre, c'est clair. Bien sûr. Mais je voulais montrer que j'étais au moins au truc. Et ils m'ont projeté. Et comme nous, on a projeté Van Nistelrooy, et comme nous, on a projeté Nilis, on s'est tous mis dedans, à l'entraînement, on s'est tous mis dans les matchs et tout ça, pour essayer justement de gravir des échelons. Et à la fin, Chi-Sung Park part à Manchester United, Bommel part à Barcelone, et moi je pars à AC Milan. Ah, c'était les 3 la même année? 3 la même année. Ok. Donc les 3 la même année, on s'est tous challengés. Et même Yumpio Lee, il est même parti à Tottenham, je crois. Même Robben, il n'a pas tardé à aller au Real. Et Bauma, il est parti à Aston Villa. Donc on avait tous un truc où c'est qu'on s'est challengé ces années. Et Ruud, il est parti à United. Robben, il est parti à Chelsea. Kessman est parti à Chelsea. On a tous eu une génération où c'est qu'on a tous pu profiter l'un de l'autre, et c'est ça. Quand on se voit, c'est génial. Incroyable, incroyable. Tu l'as dit, l'année 2004-2005 marque l'arrivée de plusieurs talents qu'on va voir plus haut par après. Bon, tu l'as dit, je l'ai dit, mais du coup il y a Ariane, mais il y a Ibrahim Afellay que j'aimais beaucoup aussi au début, qui démarrait. Tu sais qu'Ibrahim Afellay, il a fait ses débuts quand moi je suis sorti. Il dit qu'il a fait le changement. Oui. Il dit Johan, vas-y, sort, on donne notre et puis on laisse le petit jeune de Ibi là. Incroyable. Incroyable. Ok, maintenant. Ibi, tu l'apprends. Ouais. Mais tu as accueilli aussi un autre Suisse à cette période-là avec un autre Johan von Natten. Comment se passe ce rôle de, j'imagine, grand frère, parce que de Suisse qui se retrouvent là-bas à l'époque. Hein. Et surtout, il y a quoi, 9-10 ans de différence? Ouais, mais 9 sur le papier, mais il y avait plus encore. Ah ouais? Il y avait plus. De quel côté? Johan, je l'adore. Ok, ouais. Johan, on est comme ça avec Johan. Ok. Mais il faut savoir que Johan, il est arrivé à 16 ans à PSV, dans un monde que comme moi, j'étais arrivé à 15 ans à Getse. Mais lui, il arrive dans un monde où c'est que
Il y a des stars dedans. Il y a un gap encore plus large. Le trou. Oh. Ok. Lui, il joue avec des Robben. Lui, il joue avec des Van Nistelrooy. Lui, il joue avec tout ce monde-là. Hein. Et ça ne pardonne pas. Hein. Et il n'était pas encore prêt pour ça. Il était prêt, oui. Au niveau foot, il était prêt. Mais mentalement? Mais mentalement, il était jeune. C'était un gamin encore. Donc moi, j'allais le chercher les matins. Des fois, il était là. Des fois, il n'était pas là. Et c'est là que c'était par son côté colombien, où c'est que c'était un petit peu difficile à manager ça, mais c'est normal, c'était un gamin, c'était un gosse. Et là, je reproche à PSV aussi de ne pas l'avoir plus encadré, parce qu'il avait tout juste. Il était le fils de Hiddink. Hiddink, il l'adorait. Ok. Et sa carrière était sûrement tout autre après. Ouais. Mais Johan, il a fait des choses extrêmement bien dans sa carrière. Il aurait pu exceller dans le football international s'il avait été un petit peu plus conséquent dans certaines... ou plus accompagné, je veux dire, par un club ou comme ça. Mais qualité pure de foot, c'était le meilleur. Ok. Intéressant. Il te faisait un truc, pam, il n'y en a aucun en Suisse qui te faisait. Peut-être Shaqiri maintenant. Mais à part Shaqiri... Je trouve Van Aten plus fluide, si je puis dire. Lui, il allait plus en vertical contre le goal. Ouais. Shaqiri, c'était plutôt tac, et puis la mettre là, un centre, Façon comme ça. Messi, Mais toute proportion gardée. c'était moins la vitesse comme ça. Mais Johan, il avait tout pour être un des plus grands. Ouais. Un autre qui était aussi jeune à l'époque, qui démarrait et qui était, j'imagine, peut-être pas le même joueur qu'on a pu connaître par la suite. Comment étaient les débuts d'un Arjen Robben, indirectement à tes côtés? C'est sympa que tu me poses la question parce que Arjen, en numéro 6, donc ma position entre milieu défensif, tu te mets au service de tout le monde devant. Tu te mets au service de l'équipe. C'est-à-dire que tu cours pour corriger et tu cours beaucoup dans le vide, dans l'ombre. Et puis des fois, on ne voit pas trop les fruits, ce qui se passe. Mais ce qui est génial, faut pas que je pleure encore. Putain, c'est quoi la journée? Je vais pleurer de nouveau encore. Ah, tu le vois de là? Non, mais c'est moi. Ah, ok. C'est moi. Non, c'est parce On peut prendre qu'Ariane. une seconde si tu veux. Non, mais Ariane, quand tu étais numéro 6 comme ça, Ouais. et tu donnais le ballon. C'est Comme un poisson dans l'eau. donc plus Il facile naviguait. d'avoir un joueur comme Ariane devant toi. Oh, pied gauche, élégant. Bon, il nous faisait chier des fois parce qu'il exagérait un peu trop dans ses dribbles. Mais c'est comme une belle symphonie. Ok. Une symphonie Musical. d'opéra. Où c'est que ça fait ta 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 ta. J'avais derrière, j'avance. Ouais, c'était Le fluide. meilleur. Il avait déjà cette technique-là justement de Oh. rentrer pied gauche. Le meilleur. Il avait dit, il est venu à 17-18 ans. On a juste à lui donner le ballon, puis allez, vas-y. Incroyable. Ouais. Incroyable. Une fois la page Par contre, quand il recevait pas le ballon, c'était une tête de chien, par contre. Ah ouais? Ouais, par contre aussi. Il voulait chaque fois recevoir le ballon. Avant de rejoindre le Milan AC, est-ce que tu avais déjà songé à quitter le PSV? Oui, une année avant. Une année avant. Ouais. Pas force des choses. C'est Hiddink qui voulait me provoquer une fois. Parce qu'il sentait que je m'étais un petit peu, après 5 ans, je m'étais un petit peu endormi. Ok. Puis il m'a provoqué un petit peu, il m'a mis sur le banc et tout ça. Moi je dis ouais, je veux partir et tout ça. Et il y a eu un déclic une fois. C'est qu'on a joué, je ne jouais pas du tout, hein, au début de saison. Hein. Et c'est une belle histoire aussi parce que c'est pas comme l'histoire elle commence, mais comme elle finit. Et puis au début de la saison, je ne jouais pas, ils me mettaient sur la tribune et tout ça. C'était pour me piquer et tout ça. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Puis un match, on devait se qualifier pour la Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade à la maison. Enfin, c'est match retour. Et là, mon concurrent, je ne sais plus s'il était malade ou s'est blessé, Sean de Jong, qui est né
la même tête que moi, puis on est comme ça. Et là, j'ai joué et j'ai fait le match. J'ai fait un exter à Chisung Park au début de la saison. Pouah. Tac. Bon, moi déjà qui faisait pas beaucoup d'assists. Bon bref, il met le goal. Et là, ça a commencé. Pendant un mois, il m'a mis de côté. C'est dur. Hein. Mais après, depuis ce match-là, je suis plus sorti. Et on a réussi à faire la demi-finale de la Ligue des Champions à la fin de la saison. Donc oui, je l'ai morflé au départ. Mais c'était pour mieux rebondir après. Est-ce que pour toi, tu t'étais relâché après 5 ans à ce moment-là? Clairement, ouais, parce que... c'est une sorte de routine Oui, puis PSV avait clairement ses objectifs qu'il voulait absolument franchir des étapes, mais il devait être sûr, pour franchir des étapes, qu'il y ait des joueurs qui sont là. Mais la parenthèse, c'est que Guus Hiddink, il a fait une formation avec des jeunes qui étaient, comment on dit, au niveau social, qui avaient un niveau social pas facile. D'accord, ouais. Et là, avant qu'il soit entraîneur, il a fait déjà cette formation-là. Et ça a aidé beaucoup il était très fort pour ça. C'est très malin d'avoir fait ça. Très fort, pour savoir. Van Bommel, il faut que je le prenne comme ça. Cocu, il faut que je le prenne comme ça. Van Nistelrooy comme ça. Vogel comme ça. Alex comme ça. Barba comme ça. Donc il avait tout le vestiaire en main par rapport à cette expérience qu'il avait vécue. Ok, incroyable. Tu rejoins du coup l'AC Milan en 2005. Quelles sont tes premières sensations entre guillemets lorsque tu débarques dans ce vestiaire-là? Faut que je la raconte celle-là. Je suis obligé de la raconter celle-là. Dis-moi tout. Je suis obligé de la raconter celle-là. Parce que j'ai jamais fini de la raconter, puis ça reste un des plus beaux moments de ma carrière. Oui. Donc fin des années 80, Gullit, Rijkaard et Van Basten, les trois Hollandais. Là, ça marquait Milan, ça marquait l'image, ça marquait l'histoire, ça marquait le foot en général. Mon papa était fan, donc automatiquement, plus ou moins, moi aussi. Toujours été fan de l'AC Milan. Moi, c'était un rêve qui devait être inaccessible. Jamais j'aurais dû aller jouer pour Milan. Jamais. Mais, voilà, on a joué contre l'AC Milan. En demi-finale de Champions League. Ils sont qualifiés. Et Milan était intéressé à me prendre. Il n'y avait pas que Milan, il y avait Villarreal, il y avait Lazio Rome, il y avait d'autres équipes. Ouais. Mais c'est clair, quand l'AC Milan vient, tu signes pour l'AC Milan. Ouais. Et tu ne regardes pas si c'est 10, 20, 30 ou 40, tu t'en fous. Tu signes. L'argent, c'est égal. Et j'ai été faire la visite à Milanello. J'étais visite médicale, donc imagine-toi, tu es à Milanello et tu dois mettre le pull de Milan. Puis tu dis putain, mais c'est un film. Tu te regardes dans la glace, tu dis c'est un film. Et après, j'ai signé après. Galani m'a appelé, il m'a dit Benvenuto al Milan, qui était le président. Et après, j'ai dû dire ça à mon papa. Parce que pendant une semaine, j'ai caché que j'étais à Milanello. Je ne voulais pas lui faire une frayeur par rapport à dire. Après, s'ils disent non, comme ça, le deal ne se fait pas, il aurait une fausse frayeur. C'est dur de rien dire, j'imagine. C'est dur, hein. Mais c'est aussi dur de le dire. Ok. Et justement, le jour, je lui dis ok, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de peindre une enseigne, mettre une enseigne. Je dis t'es où? Sur l'échelle? Je dis descends de l'échelle, mon gars. C'est plus sage. Je descends de l'échelle. Et puis après, voilà, il m'a dit. J'ai comme dire, j'ai signé. Puis après, il a dit ouais, Italie. Il m'a dit l'Espagne. J'ai dit non. Ouais, c'est en Italie que j'ai signé. Puis après, il dit tous les clubs que je ne voulais pas. Du style la Juve, parce qu'il déteste la Juve.
Et puis après, voilà, et j'ai dit non. Après, et l'Inter, j'ai dit non. Puis après, c'était. Voilà, le moment fatidique, c'est quand je dis justement l'AC Milan qui est. Après, dans la vie, tu peux tourner des choses comme tu veux, mais c'est des choses qui ont fait plaisir, qui m'ont fait plaisir. Qui ont fait plaisir à tes proches. Et j'ai réalisé mon rêve de gosse. Incroyable. Incroyable. Et ça, je ne connais pas beaucoup qui l'ont réussi. Non, clairement pas. Et est-ce que tu te rappelles de tes premiers pas quand tu es arrivé dans le vestiaire, te changer pour ton premier entraînement, où tu as dû saluer les joueurs, ou ces premiers échanges avec l'AC Milan? Non, mais le premier jour, je m'en souviens pas parce que. Je sais pas, mais faut bien se dire à l'époque. Hein, pour les jeunes d'aujourd'hui, naturellement, ils ont perdu peut-être le contact avec tous ces noms. Mais c'est la meilleure équipe du monde. Il y avait 11 champions du monde sur le terrain. Plus ou moins. Ouais. Tu avais un Cafu, tu avais un Maldini, Nesta. tu avais Nesta, Shevchenko, tu avais Vieri, tu avais Inzaghi, tu avais Kaká, tu avais Piero, tu avais Gattuso, tu avais Stam, tu avais Serginho. C'était la meilleure équipe qui existait. Et d'être là tous les jours. Oh, mon gars. Non, mais il faut y aller tous les jours. Hein. T'arrives à le réaliser? Non, mais tu sais, il y a un truc. Tu sais, quand tu as un niveau comme ça, tu es obligé d'avoir une qualité phare, mais une phare mondiale. Par exemple, Gattuso, la qualité phare, c'était le punch. Ouais, je dis comme ça. Hein. Mentalité. Pirlo, c'était plus stratégique. Stam, c'était plutôt waouh. Cafu, waouh. Inzaghi, c'était de la mettre. Il faut avoir une qualité phare mondiale pour jouer dans cette truc. Et moi, je me suis posé la question, mais c'était quoi ma qualité phare en fait? Ok. Moi, j'avais une dominance un peu dans le jeu simple, dans la compréhension du jeu, dans la stratégie et tout ça. Mais il me manquait certainement, pour être à leur niveau, il me manquait quand même des degrés quand même. Okay. Moi, j'arrivais bien à jouer, j'arrivais bien à être avec eux. Bon, après, on me dit aussi, Simic était là, Jankulovski était là. Donc, il n'y a pas que non plus, voilà. On était aussi un peu là aussi pour équilibrer aussi un peu le truc. Mais si tu veux faire vraiment partie pendant des années de ce Milan et de ce monde-là, mais de nos jours aussi, tu regardes un Vinicius, tu regardes un truc, ils ont un truc qui est waouh. Maintenant, il y a un sujet que j'aimerais bien aborder, c'est concernant la sélection suisse et le 16 novembre 2005, ce match contre la Turquie. Toi, tu y étais et j'aimerais avoir ta vision de comment tu l'as vécu, ce moment-là, avec tes yeux sur cette fin de match face à la Turquie. Parce que il n'y a personne qui le sait, parce qu'il n'y a personne qui l'a dit en fait, mais je vais te le dire. Hein. Ce qui a été un fait, c'est qu'on a été mis sous pression par rapport à tout le stade qui était turc, qui était fan turc. Et on était sous pression par rapport à se qualifier pour la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne. En Allemagne, il y a 6 ou 7 millions de Turcs. Ouais. Donc c'est clair qu'ils étaient beaucoup plus sous pression que nous. D'un côté, voilà, géographie, histoire. Bien sûr. Voilà. Mais on l'a fait. Mais pourquoi c'est arrivé? Le pourquoi c'est arrivé, c'est simple. C'est que 5 minutes avant le match, à la fin du coup de sifflet final, il y a Senderos, Philippe, qui dit c'est normal, il était jeune, une ambiance comme ça et tout ça. Et on était tous dans le même truc. On a vécu, franchement. Et les gens, et je pense que peut-être les plus jeunes, mais même les moins jeunes comme moi, à l'époque, c'était ce qu'on a dû endurer pendant 3 jours, c'était incroyable. Hein.
La pression à l'hôtel, la pression à l'aéroport, la pression au match. On ne pouvait pas s'entraîner avant. La pression pendant l'élimination, la pression pendant le match, la pression de l'arbitre, la pression de la Suisse, la pression de l'entraîneur, la pression de tout le monde. Ce qu'on a ressenti pour se qualifier à la Coupe du Monde, c'était une pression incroyable. Et on l'avait là. On l'a eu là. On l'a eu là. Et là, au moment donné, il y a Philippe, il était un peu plus jeune, il dit, oh moi, si l'arbitre il siffle, moi je cours au vestiaire, mon gars. Je dis, mais putain, concentre-toi, il reste 5 minutes encore. On finit les 5 minutes. Quand un mouton il part dans les vestiaires, qu'est-ce qu'ils font les autres? On suit tous. Ouais. Donc en fait, il y a eu un déclencheur. Donc il voulait se rassurer, il voulait tac. Et quand il part, on est tous partis derrière. Et après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, on s'est protégé, il y a eu des claques, des coups de pied, des trucs. Voilà. À la fin, et je pense, parce que d'avoir affronté ça il y a 20 ans presque, vous savez que c'était pas l'UEFA et la FIFA d'aujourd'hui, vous savez que c'était tout bien cadré et tout ça. Donc pendant le match, et à la mi-temps, et après le match et tout ça, ça n'a pas été... c'est pour ça qu'après ils ont été exclus de matchs internes pendant 6 mois. Oui. Ah, c'est vrai. Donc il faut bien se dire que je pense que cette victoire-là, pour la Coupe du Monde 2006, je pense que c'est une des plus belles victoires Sur le papier, ouais. de l'histoire suisse. Ouais. Bah, quand tu prends tous les éléments que tu as pu citer, je pense que ça rend encore la victoire. Oui, parce que encore nous, plus belle. parce qu'on a été déstabilisés. Nous, on nous a cassé le bus, on nous a jeté du lait, on nous a donné des coups de poing. Ouais, Goldstein, il a fini à l'hôpital, je crois même. Ouais, il pissait du sang. Ouais. Merci du coup pour cette réponse. Maintenant, si on se focalise un peu plus sur l'après-carrière, est-ce que, déjà, comment se passe l'après-carrière? Est-ce que tu y es préparé? Est-ce qu'en arrêtant, tu savais déjà vers quelle voie tu allais te tourner? Non, alors, il y en a peu qui arrivent à faire ça, de concilier justement le football actif et de s'orienter justement dans un autre domaine ou préparer déjà l'avenir. Maintenant, je pense les jeunes joueurs, les jeunes joueurs à 32-33 ans, je pense qu'ils sont mieux préparés que nous il y a 20 ans. Ouais. Pour nous, c'était livré à toi-même. Donc, de nos jours aussi, je pense, mais ils ont plus de connaissances qu'à l'époque. Et à la fin, c'est la même chose comme dans tout. Faut vouloir sa personne, il faut vouloir faire quelque chose d'autre, il faut vouloir se préparer à un autre challenge. Ça vient toujours de soi-même. Et est-ce qu'avec le temps, tu as pu digérer cette fin avec la sélection suisse? Ou tu restes toujours... En tant que joueur ou entraîneur? En tant que joueur. Ouais, joueur, pardon. Parce qu'entraîneur, je l'ai aussi vécu là. Ok. Alors ça m'intéresse aussi d'avoir ces deux points de vue. Donc avec cette fin, savoir si tu es toujours resté sans réponse ou est-ce que tu as pu avoir les réponses avec le temps ou tu cherches même pas? L'eau a coulé sous le pont. Ouais. Donc il n'y a aucun problème pour ça. Après, naturellement, comment ça a été fait, comment ça a été communiqué, je pense on aurait pu faire autrement. Et là, j'étais aussi entraîneur pendant 3 ans à la Fédération suisse de football. Et c'était exactement la même chose. Ça ne s'est pas bien passé. Alors que c'est plus récent en plus. Oui, c'est plus récent. Ouais. Mais voilà, après on a affaire avec des gens qui veulent ou pas. Ça match ou ça match pas. Mais après, il faudrait être beaucoup plus humble, je pense, pour dire ok, ça match pas. Voilà, chacun de son côté et fini. Voilà. C'est pas évident de le rester en tout cas, je trouve. Bah, la Fédération suisse, il faut vouloir y aller pour y rester, hein. Ça c'est clair. Ouais. Petite question bonus, est-ce que
ça fait quoi? Si on compte ta deuxième retraite, ça fait 12 ans, 2012, mars 2012, que tu as arrêté le foot. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue ou est-ce que c'est la partie qui te réjouit le plus de ton après-carrière? Moi, je me suis toujours réjoui que personne ne me reconnaisse, Ouais. que je puisse aller incognito partout, que je puisse aller manger ma pizza là-bas, aller à la mer là-bas, aller là-bas. Je me suis toujours réjoui de ça. Et dernière question pour cette interview avant un petit jeu que je te prépare. J'ai cru lire que tu n'avais jamais voulu entraîner les pros. Est-ce que cet avis a changé? Parce que je l'explique pour les gens, actuellement tu es entraîneur du coup pour le FC Nanterre, Oui, Première Ligue. c'est une ligue amateur, oui, effectivement. Ouais. Moi, ça me plaît très bien. C'est un premier pas dans le niveau actif. J'ai toujours voulu être dans le niveau actif, Ouais. donc entraîner des hommes, on dira, des adultes. Voilà. Mais que ce soit des adultes à l'Inter ou des adultes à Manchester City, ça reste des adultes. Donc il faut comprendre leur personnalité, leur caractère, les enthousiasmer, les motiver. Enfin, c'est pas, le vestiaire à Inter ou à Manchester City, c'est le même. Hein. Ouais. Ça ne change pas beaucoup. Hein. Ça reste, C'est un joueur ils ont qui- leurs valeurs, ils ont leur personnalité. Un il a plus d'ego que l'autre. Il faut gérer. J'aimerais avoir ton avis sur la sélection suisse actuelle. Quel œil portes-tu sur cette dernière? En toute honnêteté, si on regarde les résultats, hein, sur une qualification qui n'a pas été bonne, hein, parce qu'ils ont fait beaucoup de matchs nuls, je crois, et tout ça. Bon, alors je suis, mais pas trop, voilà. Après, quand on regarde les résultats, on voit la Hongrie, voilà, péniblement. Après, on voit l'Écosse, match nul. L'Allemagne, match nul. L'Italie, qui a été exécrable. C'est la pire équipe nationale italienne qui a des 100 dernières années, et puis après perdu contre l'Angleterre. Alors, point de vue des résultats, moyen, je dirais. Mais je pense que le niveau du jeu était cohérent, était bien. Donc c'est ce qui relance un petit peu la petite flamme. Mais au niveau des résultats, ça n'a pas été grandiose. Et de faire là un hype parce qu'on a péniblement, on s'est pas qualifié au penalty contre l'Angleterre, ou c'est qu'on devait gagner contre l'Angleterre. Moi, je pense qu'au lieu d'avoir de la joie, il y aurait plutôt avoir de la déception là-dedans. Ouais. Je l'entends. Comme je t'ai dit, donc j'ai préparé une sorte de petit jeu pour la fin. Ouais. Est-ce que tu vois C'est cache-cache? Non. Parce que ça se trouve, tu vas rentrer maintenant. Ouais. Je vais te donner 4 versus des joueurs qui s'opposent, des équivalents de quart de finale, où tu vas me donner ta préférence. Ok. Ce qui va mener ensuite à des demi-finales, Ouais. des gagnants de joueurs que tu as sélectionnés qui s'affrontent, pour ensuite une finale et enfin sélectionner le joueur le plus fort, avec pour thématique l'année 2005-2006 à l'AC Milan dans lequel tu étais. Ok. Ok. Ouais. Première manche, alors je préviens, ça risque de ne pas être facile. La première manche, Maldini versus Nesta. Oh, putain. Moi j'ai un petit fait pour Nesta parce que Nesta on était comme ça, Nesta les deux. Ok, C'est lui qui m'a beaucoup épaulé, beaucoup accompagné, puis on était comme ça, monsieur Nesta. Nesta, très bien. Deuxième manche, alors c'est des joueurs qui n'évoluent pas forcément au même poste. Cafu versus Gattuso. Cafu. Cafu, il était vraiment... Si- Cafu, c'était une machine de guerre. Bon, Rino aussi, mais l'autre il était beaucoup plus... Il était plus malin, moins impulsif, on dira. Et il a révolutionné le poste de latéral, je trouve aussi. Ouais, d'une parce certaine que manière. tu joues pas avec un latéral. Milan jouait avec Sergino, latéral gauche, qui était tout le temps lié gauche. Stam ou Cafu qui était tac. Pirlo qui était milieu offensif.
Avec des offensifs dedans. J'aurais pas voulu affronter la C Milan à l'époque. Hein? J'aurais pas voulu affronter la C Milan à l'époque. Troisième manche. Trois milieux qui s'affrontent à cette fois-ci. Pirlo versus Kaka versus Seedorf. Ça dépend ce qu'on aime, parce que c'est trois profils complètement différents. Kaka qui est Selon toi. vertical, qui va truc. Pirlo qui gère un petit peu là. Mais moi, en tout cas, je prendrais Seedorf et je vais dire pourquoi. Ouais. Parce que Seedorf, quand je jouais avec, et puis je lui donnais pas le ballon, il me dit putain, mais donne-moi le ballon. Je dis mais je peux pas te donner le ballon. Il dit pourquoi? Et j'ai dit putain, je te parle en hollandais. Il y a drie man om jou heen. T'as trois personnes autour de toi. Il me dit c'est pas grave, donne-la-moi. Putain, alors là j'ai compris. Hein. Je peux lui la donner, il la perdait jamais. Il la perdait jamais. Donc je dis Seedorf. Alors, je comprends très bien là. Et dernière manche, Shevchenko versus Inzaghi. Ah, c'est difficile. Deux profils différents. Deux profils différents parce que j'avais un petit penchant quand même pour Sheva parce qu'on était proches là, on était proches, on s'entendait très bien. Avec Pipo aussi. Pipo, il te mettait beaucoup plus d'émotion dans son jeu. Hein. Mais à l'entraînement, tu voulais jamais être avec lui, hein, parce qu'il perdait tous les ballons et puis il n'arrivait pas à jongler 3 fois. Ouais. Par contre, à la dernière minute, c'est lui qui te fait gagner le match. Hein. Donc, compliqué. Talent, Sheva, Pipo pour les émotions. Joker. Joker, comment on fait pour les demi-finales? Ah, je dois dire comme ça. Ouais, alors je dis ce qui me plaît le plus. Et je dirais ce qui me plaît le plus, je dirais Sheva. Sheva, très bien. Ouais. Donc première demi-finale, Nesta versus Cafu. Nesta. Nesta. Et deuxième demi-finale, Seedorf versus Sheva. Shevchenko. Franchement, c'est dur parce que les deux, chaque fois qu'ils étaient devant, il n'y a aucun qui revenait derrière. Et Seedorf, il revenait comme ça à 2 à l'heure, l'autre aussi. Mais qui faisait plus le truc? Sheva. 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 Et enfin la grande finale, Nesta versus Sheva. Allez, grande allez. Nesta. Nesta, c'est vraiment la classe. Oui. Vraiment, j'ai adoré le voir C'était depuis la télé. C'était le meilleur. Vraiment. Comme Et- homme, hein. Comme homme. Hein. Comme homme. Comme homme, hein. Ouais. Tu sais, t'as les Italiens comme Ambrosini, Gattuso, Ouais. Piello. Tu sais, ils sont dans leur coin. Lui, c'était le seul, parce qu'il est romain, le seul qui était un petit peu plus. Tu sais, qui a un tac-tac-tac. Ok. Il était beaucoup plus avec les étrangers, il était beaucoup plus. Il avait un meilleur cœur. Je trouve pas mieux que cette réponse pour finir cette belle interview. Merci beaucoup Yann pour ton temps. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire avant de se quitter? Suivez vos rêves.